Soyez les bienvenus à tous, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. L'actualité récente encore crue dans les esprits des uns et des autres sur la planète, c'est cette crise en Ukraine, une crise qui voit malheureusement de nombreuses victimes qui n'ont rien demandé, qui ne savent même pas les enjeux réels de cette crise ni les agendas secrets des dirigeants en conflit, mais qui se retrouvent sous les feux des armes entre deux armées. Nous n'avons que les versions des officiels, des politiques et très rarement la version des victimes civiles qui est mise en lumière en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire à la sortie de la crise de 2010 à 2011, un citoyen ordinaire a pris sur lui de porter un témoignage de son vécu, de la guerre vue depuis sa petite cachette loin des versions politiques. Il nous révèle l'autre visage de cette crise au quotidien. Edouard Pokou est notre invité du jour. Il est l'auteur de l'œuvre La guerre d'Abidjan 2010-2011, témoignage d'un survivant. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup à vous, Stéphane. Alors, je rappelle que je précise que vous avez fait sortir cet ouvrage, La guerre d'Abidjan, qui est un témoignage d'un survivant, on peut le dire. Mais après tant d'années, après ces crises, vous qui avez vécu ces histoires, comment est-ce que vous arrivez à penser vos blessures, à corriger le traumatisme que vous avez vécu durant cette crise? Ici, l'idée, quand la Côte d'Ivoire sort de la crise, ce qui est intéressant pour nous autres, on a eu énormément de chance, on va dire ça comme ça, parce qu'on en sort vivant. Je me retrouve avec des amis pris au piège dans la cité de l'ISTC, que vous devez certainement connaître, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Et à partir de là, on est en train de chercher quand on sort de la crise, on est en train de chercher à se reconstruire comme tous les Ivoiriens. Mais nous, notre chance, c'est qu'à un moment donné, notre vie s'arrête, comme celle d'autres Ivoiriens. Et on ne vit pas la crise comme certains ont pu la vivre avant à Bouaké. Et la guerre dure une dizaine de jours, et on en sort, notre vie s'est arrêtée et elle reprend juste après. Et donc, à partir de là, quand on sort de là, on a l'idée de faire un livre d'abord, mais aussi on a l'idée de faire une vidéo qu'on va poster sur YouTube. Mais une chose mise dans l'autre, ça passe tellement vite, on reprend le cours et après le cours, on trouve du travail. Et à partir de là, on commence à penser les plaies. Toute seule, elle se pense parce que vous avez un travail et vous avez une vie qui se régularise et puis derrière, vous oubliez tout parce que le quotidien ne prend pas sur le reste. Et le livre met du temps à venir. Mais ça, c'est une autre histoire. On pourra la développer ici. C'est une histoire qu'on va développer tout à l'heure. Mais déjà, quand on regarde un peu l'actualité qui est quand même assez fraîche encore dans notre mémoire et dans notre logique, c'est la crise en Ukraine. Et vous avez vécu cette crise en Côte d'Ivoire, vous étiez étudiant à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Aujourd'hui, quand vous regardez ces étudiants africains qui vivent en Ukraine et qui sont aujourd'hui qui tombent sous le poids des bombes et autres, dans quel état d'esprit ils peuvent être? Ils n'ont pas demandé cette guerre, ils ne comprennent rien dans ce qui se passe, ils sont au milieu, frustrés, en colère. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre ça comme des victimes? Forcément, il y a énormément de frustration, certainement il y en a. Il est difficile de leur demander de choisir un sentiment entre colère et frustration, les deux tranquillement s'entremêlent. Et puis il est difficile quand on est en train de voir des bombes nous passer sur la tête ou tomber à quelques mètres de nous, comme ça a été le cas quand on était à l'ISTC, que les bombes d'un certain hélicoptère, qu'on nommait un hélicoptère de l'ONUCI, qui lâche ses bombes sur la RTI. Nous on était juste à côté, si vous connaissez bien l'Institut des sciences, l'ISTC, vous allez voir, vous pouvez voir la cité des étudiants et à partir de là, vous pouvez voir un peu là où les bombes tombent. Donc à tout moment, il y a des risques d'erreur et puis une bombe qui tombe sur la cité et puis des gens qui meurent là-dedans par accident et puis on va vous dire après, c'est des victimes collatérales, des choses comme ça. Mais après, moi, ce qui est intéressant ici, qui est un peu, on peut dire anecdotique, moi je suis à Londres au moment où la guerre commence en Ukraine et j'ai des gens qui me trouvent et qui me disent « Ah, mais ceux qui savent que j'ai écrit un livre sur une crise qu'a vécu la Côte d'Ivoire et puis qui me disent « Ah, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'on va aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale ?» Mais d'un autre côté, quand je me mets dans les chaussures de ces Africains noirs qui pour leur couleur, sont crachés dessus, on leur refuse les moindres choses, les petites choses. Au début de la crise en Ukraine, quand il fallait sortir, quand Poutine commence à bombarder et qu'on leur refuse les petites choses simplement pour leur couleur de peau, à partir de là, je me dis, eux, ils font face à deux problèmes. Ils font face à la guerre et ils font face au racisme. Et là, c'est encore plus grave.
C'est encore plus grave. Et vous, aujourd'hui, quand vous décidez, par exemple, de faire sortir ce livre, quelles sont vos motivations principales? Est-ce simplement de témoigner ou bien de faire la part des choses entre ces versions de politiques, de politiciens qu'on a l'habitude de voir? Premièrement, comme je l'ai dit tantôt, l'idée de faire quelque chose sur la crise, parce que le journaliste apprenant que j'étais, l'étudiant journaliste, j'avais cette fougue, là j'étais encore jeune, j'avais envie de montrer que j'étais téméraire. Et pour ceux qui s'en souviennent, pour la petite histoire, hier dans mes balades, je me retrouve à l'INSAC et là-bas je tombe sur cet ami avec qui j'ai été pris au piège dans la cité de l'ISTC et il est surpris. On en rit. Et moi, dans le livre, je change les noms pour éviter des problèmes à des uns ou à des autres. Je change les noms. Mais ceux qui les liront, certainement ils les liront, ils pourront se retrouver. Mais on en rit. L'idée pour nous, c'est de faire d'abord une vidéo. Et ensuite, l'idée du livre est là. Mais comme je l'ai dit, la vie reprend tellement vite, on ne s'en rend pas compte. Et moi, à un moment donné, je me dis, je vais faire les livres après. Et je n'ai pas le temps. Et je commence à m'occuper de moi-même, à trouver du travail. J'ai une vie que je commence à organiser parce qu'il faut penser ses plaies. On ne peut pas vivre éternellement dans le passé. Et puis quand je me retrouve à Londres, entre mes choses personnelles, entre des démarches administratives qui valent aucune longueur, qui valent de marcher d'ici à Korogo, c'est tellement long, ça prend tellement de temps. Et je me dis, finalement, j'ai le temps de faire ce livre-là. Et puis, je me mets au travail et je prends ce livre. Et donc, pour moi, ici, c'est de permettre à l'Ivoirien qui le lit de comprendre que lui aussi, il peut faire un livre, il peut l'écrire et puis en faire un témoignage qui va servir demain aux futures générations. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a? Vous avez des politiques qui écrivent, ils écrivent et c'est leur témoignage qui traverse le temps et le nôtre. Nous qui n'avons rien demandé. Nous qui avons subi la crise et le nôtre. Parce qu'après, quoi qu'on dise, vous avez des groupes politiques qui se font face et quand on en sort, ceux-là qui gagnent continuent la course. Et nous autres qui l'avons subi, nous continuons notre vie des misérables. Et c'est à partir de là qu'il faut chercher à repenser l'histoire et comme ça, on fait peser notre poids dans les décisions et dans les choses de demain. Dans les décisions, donc tirer des leçons. Alors, que retenir pour vous? La guerre d'Abidjan 2010-2011, témoignage d'un survivant. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de fondamental de ce livre pour la jeunesse africaine? Pour la jeunesse africaine, je viens de le dire, c'est de pouvoir, à un moment donné, rééquilibrer les témoignages qui traversent l'histoire et à un moment donné, savoir que nous aussi, on a notre mot à dire. Et il ne s'agit pas forcément d'être dans les chaussures d'un Blé Goudé, par exemple, ou d'un Soroguion, ou du président Alassane Ouattara, ou du président Bédié, ou du président Gbagbo, pour pouvoir écrire quelque chose. Chacun peut, à un moment donné, écrire et puis faire ce que, comme disent les Anglais, créer des balances, c'est-à-dire mettre l'équilibre à un moment donné dans les choses. Et moi, quand je me lance dans cette activité-là, c'est l'idée que j'ai derrière. C'est l'idée que j'ai derrière. Alors, tenter d'apporter sa petite pierre à l'écriture de l'histoire contemporaine, l'histoire de son pays. Ouais. C'est aussi un leitmotiv pour la jeunesse africaine de se dire, hormis ces crises dont on entend parler, on a ces actes ces conflits qui sont un peu partout, permettre à la jeunesse de passer au premier plan, donner leur version des faits. Merci encore, Edouard Pokou. Si vous aviez un dernier mot, qu'est-ce que vous auriez à dire? C'est merci à Medi 1 TV, merci à vous Stéphane pour ça. On ne peut que continuer la bataille, comme on dit, parce que au-delà des luttes qui se font sur le plan, on va dire, politique, nous, à notre petit niveau, on va essayer de porter notre pied et qui va, on va dire, changer les idées. Changer les idées, changer les mentalités. Yeah. C'est aussi cela sur Medi 1 TV, tenter d'apporter un plus d'informations pour permettre à tout un chacun d'être mieux situé. L'information reprend ses droits dans quelques instants sur Medi 1 TV. D'ici là, portez-vous bien. Agréable suite au programme sur nos antennes.